Édition spéciale sur France 24, on va tout de suite écouter le président américain s'exprimer. Par bateau et on a arrêté une grosse partie, 96% de ces arrivées. Et les 4% restants, je me dis qu'ils doivent être quand même très, très courageux, ou alors ils ne regardent pas la télévision. Et donc, cette coalition, ce sera une coalition de lutte contre les cartels. Vous savez qu'il y a des cartels qui semblent être en pleine croissance dans la région, de façon générale, comme l'économie de la drogue. Et cette semaine à Miami, Peter Hexas, et puis d'ailleurs, je te félicite pour ton travail excellent. Et les représentants de 17 pays ont signé pour cette nouvelle alliance et se sont engagés à utiliser la force militaire mortelle pour détruire les réseaux terroristes, les cartels. Il faut s'en débarrasser. On a besoin de votre aide. Il suffit que vous nous disiez où ils sont. Nous avons de notre côté des armes extraordinaires. Vous l'avez sans doute remarqué ces derniers temps. Et je tiens à remercier les membres de la coalition. La plupart d'entre eux sont des amis. Certains, je viens de les rencontrer, mais beaucoup, je les considère comme des amis. Je les ai d'ailleurs même soutenus dans leur campagne. Et je crois qu'à chaque fois que je les ai soutenus, ça a bien fonctionné, n'est-ce pas? À chaque fois, quand je donne mon soutien, ça a un effet immédiat. Le président de l'Argentine est ici, Javier Milei. Merci beaucoup de votre présence. Le président du Salvador, un autre de mes amis, Nayib Bukele. Vous savez, c'est un homme dont je suis devenu très proche. La première fois que je l'ai rencontré, il était jeune et beau. Et maintenant, vous êtes, comment dire, moins jeune, mais toujours beau, bien sûr. Et la première fois que je l'ai rencontré, j'ai dit, mais il est trop jeune. Et puis ensuite, j'ai vu ce dont il était capable et j'ai changé d'avis. Effectivement, il n'était pas trop jeune. En tout cas, un grand président, nous sommes ravis d'avoir travaillé avec lui. Le président du Paraguay, Santiago Peña. Merci beaucoup. Merci. Président de l'Équateur, Daniel Noboa. Daniel. Merci. Merci, Daniel. Le président du Panama. J'adore ce canal. José, je crois qu'il a fait la meilleure affaire de l'histoire, $1. $1. On lui a donné pour $1. Les présidents se sont mordus les doigts. Et José, vous savez que vous avez fait une des meilleures affaires immobilières de l'histoire du monde? Jimmy Carter, un de nos grands présidents, président du Honduras. Tito Esfuera. Merci Tito, merci beaucoup. Ravi de t'avoir revu l'autre jour, le président du Guyana. Irfan Ali. Merci. Président de la Bolivie, Rodrigo Paz. Merci beaucoup. Des gens formidables. Le président de Trinidad et Tobago. Je dois faire attention là. Je dois faire très attention parce que votre prénom est très semblable au premier, un prénom qu'on a, mais il se présente un petit peu différent. Kamala, et non pas Kamala. Je préfère Kamala. Et je tiens à vous dire merci. Mais il faut que je fasse attention avec ce prénom parce que je ne voulais pas qu'il y ait confusion parce que ça ruinerait votre réputation complètement. Et je disais, mais ça se prononce pareil. Non, monsieur, m'a-t-on répondu, ça se prononce un peu différent. Kamala et non pas Kamala. On n'aime pas trop Kamala. Le président du Costa Rica, Rodrigo Chavez, et également le président élu du Costa Rica, Laura Fernandez Delgado. Donc, merci beaucoup. Merci. Et le président de la République dominicaine, Luis Abinader. Beaucoup de mes amis qui sont dans ce pays, y compris le Sugar King. Et effectivement, c'est tout à fait le Sugar King. Il a beaucoup de sucre, effectivement. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non. Et puis, on a également la chance d'avoir avec nous le président élu du Chili, José Cast. Félicitations.
Ça, c'est un soutien. Il y a eu soutien. Moi, j'adore soutenir des gens, mais ils ne perdent jamais. Je ne sais pas, je pense que ce serait illégal. Imaginez que je dise, il y a eu des millions et des millions et des millions de dollars dépensés sur une campagne, ils perdent. Et ils me demandent, supplie de leur donner mon soutien, et ensuite ils gagnent de 30 points. Et moi, j'obtiens rien. Il faudrait que je vende ça. Est-ce que je vais demander à mon équipe juridique, je demande à... Marco connaît un peu le droit. Je ne peux pas vendre ça. Hein, c'est des millions de... Et moi, je fais ça gratuitement. Et même si je me mettais dans le trésor des États-Unis, ce serait pas mal, non? Mais Marco me fait non de la tête. Ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est un honneur de le faire. C'est un honneur d'avoir ce pouvoir de soutenir une candidature, même dans un pays étranger. Et on a vu encore des exemples récents aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Et j'aime aussi qu'on me soutienne. Enfin, quant à mes soutiens, je ne les donne que quand j'estime que la personne vaut le coup. Je remercie Marco Rubio pour son leadership et pour l'organisation de cet important sommet. Merci beaucoup. Il est fantastique, extraordinaire secrétaire d'État pour les États-Unis. Et jusqu'ici, c'est vrai qu'on a eu, je crois, l'année la plus extraordinaire de toutes les présidences. On a mis fin à 8 guerres. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce qu'on a fait est extraordinaire. Et je crois que nous allons continuer à faire des choses extraordinaires ensemble parce que je regarde notre région, pour ainsi dire. Elle a été vraiment abandonnée par les États-Unis pendant des années. Ils sont allés trop loin, dans des lieux où personne ne les attendait, ne voulait d'eux. Beaucoup de gens tout à fait stupides qui ont pris des décisions stupides. Mais Marco restera, je crois, dans l'histoire comme le meilleur secrétaire d'État de l'histoire des États-Unis. Bon, c'était un peu un biais personnel parce que moi, je l'apprécie à titre personnel. Donc, mais je crois que il a déjà fait 25%. Et c'est vrai qu'il reste encore un petit peu à faire, mais il va y arriver. Et puis Pete Hegseth aussi, hein, on voit s'il continue le bon travail qu'il a commencé à faire, il restera dans l'histoire. Et ici, dans cette pièce, nous sommes tous d'accord pour la liberté du commerce, l'état de droit. C'est important, l'état de droit. Parfois, votre population ne vous laisse pas le faire parce que vous avez des populations qui parfois sont très, très difficiles. Le Shield of America, le bouclier des Amériques, c'est une nouvelle organisation qui permettra d'avancer sur toutes ces priorités dans notre hémisphère. Et j'ai le plaisir d'avoir également à nos côtés le secrétaire Pete Hegseth, Scott President. Scott aussi, qui tient les cordons de la bourse du pays. Et il va à la télévision et il calme tout le monde. Il a fait hier. Il a un effet calmant. En réalité, c'est un vrai tueur, mais ça, je ne dois pas le dire, donc je ne le dirai pas. Non, il a un effet tout à fait calmant parce qu'il est très serein. D'ailleurs, on pourrait l'utiliser dans le cadre de guerre de temps en temps parce qu'il faut calmer. Mais en fait, peut-être que dans les guerres, on n'a pas besoin de ce genre de personnalité. Il vaut plutôt ton genre de personnalité à toi, dans le cadre de guerre. Et puis, Nick, merci. Merci à Chris Wright, Christine Nome, ainsi que le représentant au commerce, Jameson Greer, que vous connaissez tous, avec qui vous travaillez. Vous avez eu des deals très, très, très bons. Je lui ai dit tout à l'heure, est-ce que tu peux faire? Mais c'est vraiment le roi des tarifs. Mais il fait ça toujours avec beaucoup de délicatesse. On cherche à être délicat. Chris Landau, vice-secrétaire d'État. Où est Chris? Je ne l'ai pas vu là. Mais enfin, il est formidable. Extraordinaire étudiant. Il est allé dans les meilleures écoles. Il était toujours premier de la classe. Partout où il allait. Et Marcos s'en est rendu compte. Il a vu combien il était talentueux. Et il l'a recruté. Voilà, merci. Stephen Miller, vice-chef.
de cabinet. Je n'ai pas besoin de vous parler de Steve, d'ailleurs, parce que tout le monde le connaît. Il n'y a rien à en dire, il n'y a rien que je puisse ajouter. Il est fantastique, c'est tout ce que je puisse dire. Et puis le secrétaire Bernie Moreno, qui est un extraordinaire ami pour moi et qui a eu une élection où c'était difficile contre quelqu'un dont on disait qu'il ne pouvait que gagner. Puis finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il a essayé de faire son comeback, mais enfin, on a réussi à s'en débarrasser et Bernie a fait un travail extraordinaire. Pendant des décennies, les dirigeants des pays de cette région ont, par leur laxisme, permis que des régions entières soient sous le contrôle, deviennent contrôlées par des cartels et que ces cartels sanguinaires imposent leurs lois. Torture, corruption, terrorisme. Et certains d'entre vous sont en danger réel. C'est difficile à croire, mais pourtant c'est vrai. On va travailler avec vous. Et on a des missiles extrêmement précis. Donc, si vous ne voulez pas qu'on les utilise, ils peuvent aller directement dans le salon du chef de cartel. Mais on fera ce dont vous avez besoin. Il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas faire ça, qui me disent « Oh non, Monsieur le Président, on ne préfère pas, etc. » Je pense qu'on peut discuter avec eux. Non, je ne le crois pas. Beaucoup ne veulent pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Mais enfin, si vous avez besoin d'aide, vous nous le dites, c'est tout. Beaucoup des cartels ont développé des opérations militaires assez sophistiquées, très sophistiquées. Parfois on dit qu'ils sont plus puissants que les armées régulières des pays. Et ça, c'est inadmissible. Ces organisations brutales posent des défis inacceptables pour la sécurité nationale et permettent à des adversaires étrangers d'entrer dans la région. Et nous ne voulons pas de ces gens-là. C'est un cancer. Et nous ne voulons pas que ce cancer se développe. Nous sommes un pays très fort. Vous avez vu la situation de notre frontière. On est passé de 25 millions de personnes qui ont passé la frontière de façon clandestine sous Biden, le pire président de notre histoire. Et il y en a d'autres pourtant, mais c'est lui le pire. Il restera dans l'histoire comme un des pires présidents du monde, d'ailleurs, pas seulement des États-Unis. Enfin, c'est vraiment horrible ce qu'il a fait. Et surtout, pire que ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et tous les leaders présents aujourd'hui sont unis autour de l'idée que nous ne tolérerons pas la criminalité qui se développe dans notre région. Et pour lutter contre cette criminalité, nous devons utiliser notre force militaire. Il le faut. Or, vous avez de très bons systèmes de police, mais ces acteurs terroristes menacent vos policiers. Il faut utiliser notre armée. Dans bien des cas, nos forces travaillent déjà ensemble. Les États-Unis sont impatients de renforcer ces coopérations dans les mois à venir. Je suis ravi de vous voir si nombreux ici. Et j'aimerais d'ailleurs visiter beaucoup de ces pays. Marco, lui, l'a fait. Il est toujours dans un de vos pays. Il adore. Je crois que ses pays préférés sont les pays d'Amérique latine. Où est-ce que tu es, Marco? Où est-ce que tu es? Au Chili. Je l'appelle. Il me dit, comment va le Chili? Oui, il adore. Il adore. Et nous, nous adorons Marco. Il a évidemment cette aptitude linguistique que moi je n'ai pas, parce que moi je suis incapable d'apprendre une langue étrangère. D'ailleurs, je n'ai pas le temps. C'est pas que j'étais mauvais en langue, mais je n'ai pas le temps d'apprendre une langue étrangère. Là, je suis désolé, je m'excuse. Je veux un bon interprète. Les interprètes, c'est très important d'ailleurs. Et je sais tout de suite si quelqu'un est bon. Il se peut que je ne connaisse pas la langue, mais je sais tout de suite si un interprète est bon ou pas bon. Récemment, j'en ai rencontré un qui n'était pas bon, qui parlait avec un leader très important, très influent d'un pays du monde, et j'étais tout de suite conscient, bien que je n'ai pas connu cette langue, j'ai tout de suite compris que l'interprète n'était pas bon. Quand vous entendez quand je fais une belle phrase, longue, toute une période, et là, en l'occurrence, c'était une interprète et elle parlait un quart du temps. Et je me disais, bon, peut-être que cette autre langue, cette langue étrangère est très dense, mais pas dense à ce point-là quand même. Donc non, c'est important, les interprètes. Et parfois, on a l'impression qu'on a été très bon dans une réunion, mais
si on n'a pas eu un bon interprète, on peut avoir l'impression qu'on a été super bon dans une conversation avec Poutine ou avec un autre dirigeant, mais si l'interprète, lui, n'a pas dit ce qu'il fallait dire, ou était faible, ou inefficace, ou juste pas bon, ou tout simplement pas en train d'interpréter vos mots de façon correcte. Dans un cas, nous avons eu une interprète qui était en désaccord avec ce que nous disions, et donc elle s'est permis de changer nos paroles. Donc elle a fait un peu la ministre des Affaires étrangères. Mais non, c'est important, les interprètes. Les interprètes, je le dis tout le temps, sont très importants. Quand vous ne parlez pas la langue avec laquelle vous êtes en discussion, mais que eux la parlent, c'est très important, très précieux. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est précieux un bon interprète. Mais cette dernière année, le monde s'est rendu compte que les États-Unis, première puissance militaire au monde. D'ailleurs, j'ai reconstruit cette armée. J'ai passé beaucoup de temps à le faire, plus de 1000 milliards de dollars. Et maintenant, nous avons un nouveau budget. Ce sera peut-être une fois et demie ce chiffre. Les vaisseaux, nos navires militaires, on est en train de les reconstruire comme par le passé, comme à la grande époque. On a un ministre de la Marine. Et moi, je disais, pourquoi est-ce que nous n'avons plus de navires militaires qui envoient des missiles, comme par le passé. Mais la réponse était, personne ne m'a donné une bonne réponse, mais la réponse c'était, on ne les a plus. Eh bien, nous sommes en train d'en construire 10. Et vous vous souvenez peut-être de Victory at Sea? Et vous voyez les navires qui sillonnaient les mers avec des vagues énormes, une houle énorme, et pourtant ils avançaient comme si de rien n'était. Ces bateaux sont extraordinaires, ceux des années 1940. Ce sont des navires extrêmement puissants, très beaux. Et j'ai demandé, mais on en a un petit peu dans les musées, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'en refait pas? Et la réponse qu'on m'a faite, c'est les navires que nous avons aujourd'hui sont 100 fois plus puissants que ceux de l'époque. Et j'ai dit, vous êtes sûr que c'est pas 9 fois ou 10 fois? Non, 10 fois. C'est pas parce qu'on veut les utiliser, mais si nous les avons, personne ne va essayer de nous ennuyer, de nous embêter. Nous avons récemment mis fin à 8 guerres. Là, nous faisons face à une nouvelle guerre. Et d'ailleurs, la haine entre Poutine et son homologue est si vive que, vous savez, l'Ukraine, la Russie, on pourrait imaginer qu'il y a un peu de camaraderie entre ces deux pays. Ce n'est pas le cas. Et cette haine est tellement forte, c'est très difficile pour eux de surmonter cela, de parvenir à un accord. Donc nous verrons ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on a été assez proche du but à plusieurs reprises, et chaque fois l'un ou l'autre se retirait. Et c'est une perte pour eux. Nous, ça ne nous fait pas grand-chose, nous sommes éloignés, nous avons un océan entre nous, mais je le fais pour la vie parce que chaque mois, ils perdent 25 000 âmes, 25 000 hommes, des deux côtés, essentiellement des soldats. Et donc, j'ai la capacité de faire avancer les choses, de rapprocher les gens, et j'ai réussi à le faire dans bien des cas. Inde, Pakistan, ça pouvait se terminer en désastre. Mais j'ai utilisé le commerce, les droits de douane, et ça a été extraordinaire. Nous avons très, très bien réussi. 32 ans, 31 ans, 37 ans de guerre, et nous avons réussi à mettre un terme à cela. Et là aussi, nous réussirons. Mais la haine, vous savez, la haine, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Elle fait faire des choses terribles aux gens. Et quand la haine est trop forte, eh bien, on ne s'en sort pas. De même que nous avons créé une coalition pour éradiquer Daesh au Moyen-Orient, eh bien, nous devons éradiquer les cartels dans notre continent.
J'ai eu 4 ans, comme vous savez, où je n'étais plus président, pour préparer mon retour, mon comeback. D'ailleurs, moi, je ne voyais pas ça comme un comeback parce que j'avais beaucoup de gens qui me soutenaient. Mais tous ces gens, pendant ces 4 ans, mes ennemis, eux, ont tout fait pour rendre impossible une seconde victoire. Et pourtant, j'y suis parvenu. Et j'ai beaucoup appris. J'ai appris ce que c'était que la criminalité, d'ailleurs, que la corruption. Et puis, nous allons travailler ensemble. Si vous le souhaitez, nous travaillerons ensemble pour éradiquer justement cette corruption, pour éradiquer la présence des cartels dans notre région. Nous devons reconnaître que les cartels mexicains sont à l'origine d'une grande partie du chaos, des massacres sur notre continent aux États-Unis. Et c'est contre eux qu'il faut lutter pour protéger notre pays. Tout ce dont nous parlons aujourd'hui, ça vient du Mexique et j'aime beaucoup leur présidente. C'est une bonne personne, elle a une voix magnifique. C'est une très belle femme d'ailleurs. Magnifique voix. Président. Je lui disais, présidente, je veux éradiquer les cartels. Elle me dit, non, monsieur le président, il faut les éradiquer, ces cartels. Il faut que nous les détruisions parce qu'ils sont de pire en pire. Ils sont aujourd'hui aux manettes au Mexique et c'est inacceptable, c'est inadmissible. Le Mexique est trop proche de nous, trop proche de vous, mais tout ou presque tout part du Mexique. Dans le même temps, nous devons tous nous rappeler de l'importance de l'état de droit dans nos pays, y compris tolérance zéro pour les gangs. Il y en a tant au Venezuela. Le Venezuela va beaucoup mieux que par le passé. Nous avons développé une bonne relation avec les États-Unis. Ces sauvages qui violent, qui détruisent, qui tuent avec impunité doivent être arrêtés. Il ne faut pas que nos systèmes de justice non plus puissent être noyautés de façon à ce que les juges protègent ces animaux. C'est un problème qui est vraiment tout à fait spécifique à notre région. Les autres régions ont d'autres problèmes, mais pas ce problème. L'année dernière, aux États-Unis, nous avons eu la plus grande chute du nombre de meurtres de notre histoire, de ces 25 dernières années. C'est difficile à croire. C'est vrai que nous avons renvoyé beaucoup de gens, mais avec Biden et Obama, autre terrible président, d'ailleurs très mauvais président Barack Obama, qui a beaucoup divisé le pays. Je l'appelle le grand diviseur. Ils ont laissé entrer tant de gens dans notre pays qui ne devraient pas être ici, notamment Biden, parce que Biden ne comprenait même pas ce qu'il faisait. Il ne comprenait rien. Le pays était géré par les gens qui étaient près du stylo automatique. C'était le président du stylo automatique, de l'autopen. 25 millions de personnes au moins sont entrées dans le pays. Certains venaient de prison, d'autres d'asile, de fous, de gangs. C'était parfois les chefs de gangs. On nous a envoyé des gens qui étaient dans des asiles de fous. Tout ça à cause de règles en matière d'immigration conçues par des imbéciles. Et donc, nous avions les pires frontières de notre histoire et nous sommes passés aux meilleures frontières de notre histoire, avec des gens extraordinaires qui protègent nos frontières, qui luttent contre l'arrivée de drogue, de fentanyl, 67% de moins d'arrivée de fentanyl. Et ce n'est que la première année. Laissez-moi encore un peu de temps et nous ferons encore mieux. 67% de moins, un chiffre invraisemblable. On m'avait dit, vous arriverez peut-être à diminuer les arrivées de fentanyl de 2%, 3%, etc. Non, 67%. Les meurtriers aussi, si nombreux des milliers de meurtriers qu'on a laissés entrer dans notre pays à cause de ces règles en matière d'immigration complètement stupides.
Et puis nous travaillons avec vous, nous travaillerons avec vous pour lutter contre le trafic humain. Et puis nous aurons des accords sur le tiers pays sûr. Nous avons également récemment réussi à mettre un terme au règne des pires criminels, Nicolas Maduro. Un raid de précision, on n'avait jamais rien vu de pareil. Pourtant, un pays, un fort, une base militaire très puissante, et pourtant, ils y sont allés. On est entré, on l'a enlevé. Les gens n'y ont pas cru. On est allé au cœur du pays, de l'appareil militaire, et on a réussi à le faire. 18 minutes de pure violence. Et nous avons réussi à le neutraliser. Nous n'avons perdu personne, pas un soldat, pas un équipement militaire. Les gens n'avaient jamais rien vu de pareil. Et on est en train de parler d'une base militaire avec des soldats, de bons soldats. Depuis cette opération, nous travaillons avec le nouveau président du Venezuela, Delcy Rodriguez, qui fait un travail tout à fait de qualité. Elle travaille très bien, justement parce qu'elle travaille avec nous. Si elle ne travaillait pas avec nous, je ne vous dirais pas qu'elle est en train de faire un bon travail. D'ailleurs, si elle ne travaillait pas avec vous, je vous dirais qu'elle fait un très mauvais travail. Mais ce n'est pas le cas. Elle fait un très bon travail, Marco, n'est-ce pas? Et elle s'entend très bien avec Marco. Ils exportent beaucoup de pétrole. Ils gagnent plus d'argent qu'ils n'en ont jamais gagné avec leurs grosses entreprises pétrolières. Nous, on gagne pas mal d'argent, plus d'argent qu'auparavant, mais eux n'en ont jamais gagné autant dans l'histoire de leur pays avec leur pétrole. Et ils le dépensent correctement. Maintenant, ce sont des choses qui sont surveillées. Et cette semaine, d'ailleurs, j'ai le bonheur ou la joie de dire que nous avons reconnu légalement le gouvernement vénézuélien et que nous avons réussi à avoir un accord sur l'or avec le Venezuela pour permettre à nos deux pays de travailler ensemble et de faciliter la vente de l'or vénézuélien et d'autres minéraux. Ils ont beaucoup d'or, les Vénézuéliens. Ils ont une bonne terre, des terres très, très riches. Voilà, vous écoutiez à l'instant cette prise de parole du président américain depuis Miami.